Donc, bienvenue aux nouveaux venus pour donc ce troisième moment de partage autour des EdTech dans le cadre d'une collaboration avec Blend Web Mix et Imaginov. Donc, encore une fois, merci à l'équipe de Blend de nous avoir permis de thématiser une matinée autour des questions des EdTech. Donc, on accueille pour ce dernier moment Vanessa Kaplan de CUBE qui va nous parler de jeux vidéo, maths, connaissances, apprentissage. Bizarre. Bizarre, ça va pas ensemble tout ça aussi? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et donc voilà, donc sur un temps où on va lui laisser la parole pendant une quarantaine de minutes, une discussion, questions-réponses s'en suivra. Eh ben Vanessa, c'est à toi. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle donc Vanessa Kaplan. Moi, je dirige un studio de jeux vidéo éducatif qui s'appelle CUBE, qui est un studio lyonnais qui existe maintenant depuis presque 6 ans. Et on est une petite équipe de 7 personnes. Le titre de la conférence aujourd'hui il s'appelle « Sortez vos manettes, on va faire des maths ». Donc, comme le disait Magali, le but, c'était de vous parler EdTech, jeux vidéo et maths. Et pourquoi nous, on pense que le jeu vidéo est un outil ou un support qui serait intéressant d'intégrer en salle de classe. Donc le but, c'est de vous expliquer un petit peu la façon qu'on a, nous, d'envisager les choses, de voir aussi ce qui se fait, les challenges qui sont à relever et les difficultés auxquelles on est confronté depuis maintenant quelques années. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu interactif, donc s'il y a des questions pendant la présentation, n'hésitez pas. Je garde le micro. Merci. Donc généralement, quand j'explique qu'on fait du jeu vidéo éducatif, voilà, on me dit « Ok, c'est sympa, en fait vous faites Adibou ». Donc Adibou, pour ceux qui ne connaissent pas, mais comme je vois que tout le monde s'est mis à sourire, j'ai l'impression que vous êtes nombreux à connaître. Adibou, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une énorme licence qui a cartonné il y a maintenant pas mal d'années. C'était du jeu, mais il y a aussi eu des dessins animés, il y a eu des bouquins, il y a eu de la musique. Enfin, voilà, en fait, tous les enfants qui ont maintenant entre 30 et 45 ans ont à un moment fait du Adibou. Et c'est la big référence du jeu vidéo éducatif, en tout cas, en France. Sachant que la créatrice d'Adibou, pour la petite info, a reçu la Légion d'honneur en juillet 2018. Donc c'est pour vous dire la reconnaissance qui vient dans notre secteur. Ça faisait 30 ans qu'elle bossait. Au bout de 30 ans, on lui dit « c'est bien, t'as bien bossé ». Mieux vaut tard que peut-être jamais. qu'à 60 ans, j'aurais droit à une médaille qui ne sert à rien. Nous, ce qu'on fait, donc le parallèle avec Adibou, avec tout le respect que j'ai pour Adibou, c'est un petit peu différent forcément parce qu'on est en 2018, on n'est plus en 1987. Mais en tout cas, le but, c'était de partir de ça pour voir un petit peu aussi si vous connaissiez. Et comme vous connaissez, j'ai l'impression que les échanges vont être plutôt sympathiques. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi intégrer le jeu vidéo dans l'éducation? Parce que finalement, l'école française marche très bien. Bon, on sait quand même en France, il y a 40% des enfants qui quittent le CM2 en ayant des graves lacunes. Et finalement, quand on parle de l'école, la première chose à laquelle on pense souvent, c'est que on s'est tous un petit peu ennuyés à un moment ou à un autre. On s'est ennuyés parce qu'on était un petit peu plus rapide que les autres. Et finalement, c'était pas il n'y avait pas vraiment de challenge parce que c'était trop facile. Et ce qu'on nous proposait, ça n'allait pas. Mais on s'ennuie aussi souvent parce qu'en fait, on ne comprend pas ce qui se passe. Et on se sent un petit peu à la traîne. Et à ce moment-là, c'est un petit peu ennuyant aussi comme sentiment parce que on est un peu mal à l'aise, on a honte, etc. Donc il y a quand même ce truc à double vitesse. L'autre truc, c'est que souvent, les gamins, quand on est enfant, même nous, quand on l'était, on est quand même engagé dans une dynamique d'apprentissage et on est curieux. Si vous allez vous balader avec un enfant dans la forêt ou en ville, il va vous poser énormément de questions parce qu'en fait, il y a cette dynamique d'apprentissage et l'enfant est curieux. Et quand on arrive à l'école, cette curiosité, elle n'est pas toujours encouragée. Pour plein de raisons différentes, hein. C'est pas la faute de l'enseignant, c'est pas la faute de l'école. Hein. Il y a 30 enfants à gérer, il y a des profils hétérogènes, les conditions même d'organisation de la salle de classe sont telles que c'est un peu comme ici. En fait, il y a quelqu'un qui parle et qui sait des choses, et puis il y a des gens qui savent rien et on leur dit ce qu'il faut savoir. Donc tout cet écosystème-là, en fait, ne favorise pas la curiosité, ne favorise pas l'apprentissage, ne favorise pas non plus les interactions entre pairs. On ne dit pas aux enfants, c'est normal que toi, tu saches moins de choses qu'un autre, mais regarde, tu t'es moins bon en français, mais en maths, c'est bon, donc on va s'entraider, etc. Donc l'école n'a pas changé, mais par contre, les enfants, maintenant, ils jouent à Minecraft. Ils jouent aux jeux vidéo. Donc nous, quand on a fondé CUBE en 2012, on s'était dit, ce serait quand même sympa de faire des jeux vidéo qui permettent aux gamins d'apprendre des choses et d'utiliser
tout ça, toute cette curiosité et toute l'appétence qu'ils ont pour ce médium qu'est le jeu vidéo dans la salle de classe. Ah, je suis trompée de conférence. Ah merde. Donc la première question qu'on s'est posée, c'était, OK, apprendre, qu'est-ce que c'est? Parce que nous, notre équipe, elle est composée de professionnels du jeu vidéo, donc on a des expertises qui sont techniques, graphiques, de conception, mais on n'a pas de pédagogue, on n'a pas d'enseignant. Et ça, c'est une vraie compétence qu'on n'a pas, qu'on doit aller chercher à l'extérieur. En fait, ce qu'on a compris, c'est qu'il y avait 2 types d'apprentissage. Quand on apprend hors de l'école, en fait, on s'adapte à son environnement. Et ça, c'est un apprentissage, c'est un processus qui est implicite et non coûteux. Vous apprenez votre langue maternelle, c'est implicite, c'est non coûteux. Apprendre à l'école, c'est ce qu'on appelle un apprentissage non adaptatif. Ça va nécessiter des efforts, ça va nécessiter de l'investissement. Donc nous, c'est la première contrainte qu'on doit prendre en compte, justement, quand on construit un jeu vidéo, c'est qu'on doit être au clair sur les objectifs d'apprentissage. Donc on doit savoir, à la fin du jeu, l'enfant, l'apprenant, on doit savoir exactement ce qu'il aura appris. Et une fois que le but est défini, on peut alors penser aux moyens, on peut penser au jeu. Donc, quand on conçoit un jeu vidéo, ce qu'on doit se dire, c'est qu'on doit réussir à concevoir une situation d'apprentissage dans laquelle l'apprenant va apprendre quelque chose qui va être coûteux en termes d'effort, qui va être conscient et qui va être volontaire. Donc la question qu'on se pose à ce moment-là, c'est OK, nous on parle quand même de jeux vidéo, donc de plaisir. Est-ce que le plaisir va être lié au fait de jouer ou est-ce qu'on peut réussir à faire en sorte que le plaisir soit lié au fait d'apprendre dans un jeu? Ce qui n'est pas vraiment la même chose. La seconde théorie qu'on avait étudiée, c'était une théorie de David Guéry, qui est un psychologue américain, qui disait que les moteurs du plaisir de l'apprentissage, de l'apprentissage en classe se trouvaient du côté des moteurs de l'apprentissage adaptatif. C'est-à-dire explorer son environnement, interagir avec les autres et jouer. Donc nous, quand on a ces 3 principes en tête, l'exploration, l'interaction sociale et le jeu, on se dit forcément, du côté du jeu vidéo, il y a quelque chose à faire. Donc on s'est encore redit, mais décidément, on avait besoin de se convaincre. Le jeu vidéo a définitivement sa place au sein de l'école. Sachant qu'on garde en tête tout de même une certaine humilité en se disant que le jeu n'est pas un but, mais un moteur. Quand on crée un jeu vidéo éducatif, le but n'est pas de jouer, le but est d'apprendre. La création d'un jeu vidéo éducatif. La première chose que je voulais partager avec vous, c'est que nous, on ne fait pas de la gamification. Tout à l'heure, j'ai entendu Valérie qui a fait un petit aparté, je ne sais plus où il est, sur la gamification que j'ai trouvé plutôt bien pensé. La gamification, en fait, ça repose sur le fait que vous avez un contenu hyper sec, hyper aride. Il est tellement aride, il est tellement inintéressant qu'il faut dire aux gens que ça va être cool, parce qu'une fois qu'ils auront répondu à un petit quiz, on va leur donner un badge de castor junior. Et les gens, après ça, ils sont hyper engagés dans l'expérience, ça marche du feu de Dieu. Et le contenu est moins sec. Bon, c'est un peu différent. Dans le jeu vidéo, on n'a pas besoin de gamifier parce que le jeu vidéo, par définition, c'est du jeu, donc c'est chouette. Donc nous, on ne fait pas de la gamification. On essaye de ne pas faire des quiz avec une récompense à la fin qui est complètement décorrélée de l'apprentissage et complètement, en fait, pour nous, superficielle. La gamification, c'est une surcouche que vous venez poser sur un contenu. Le jeu vidéo, c'est le contenu. Je ne sais pas quel genre de public est dans la salle, mais s'il y a des gens qui font de la gamification, on peut tout de suite discuter, il n'y a pas de souci. Donc, en termes de jeux vidéo, en fait, il y a deux types de jeux vidéo éducatifs qu'on peut distinguer. Le premier genre, c'est le jeu vidéo éducatif exogène. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le contenu d'apprentissage va être décorrélé du contenu ludique. Nous, c'est ce qu'on a fait au début, c'est ce qu'on continue un peu encore à faire des fois, mais on voudrait se détacher de ça pour aller vers quelque chose de beaucoup plus intéressant, beaucoup plus coûteux, mais beaucoup plus intéressant. Donc, par exemple, à ce moment-là, vous avez, dans le jeu vidéo éducatif exogène, vous avez une séquence de jeu. Par exemple, vous vous battez, vous courez, vous sautez par-dessus des ponts en feu, etc. Et bam, vous avez une question de maths. C'est pas de la gamification, mais malgré tout, le contenu d'apprentissage est hyper décorrélé du contenu ludique. Donc on ne sait pas trop comment ça se passe après en termes de plaisir. Vous faites quand même du jeu vidéo, mais à un moment, on vous rappelle quand même que vous faites des maths. Contrairement à ça, dans le jeu vidéo éducatif endogène, on réussit à intégrer les dynamiques d'apprentissage typiquement au cœur du jeu.
Donc ça devient hyper compliqué, parce que vous vous retrouvez avec des équipes déjà beaucoup plus grosses en termes de conception, et il faut réussir à faire en sorte qu'une notion, par exemple, nous on fait des maths, donc je parle souvent des maths, mais qu'une notion mathématique un peu sèche, vous réussissez à en faire un truc hyper fun, ludique, dans laquelle l'enfant sait qu'il est en train de faire des maths, mais il se dit c'est tellement cool que je joue en faisant des maths. Donc ça, c'est ce vers quoi on tend, mais forcément, c'est beaucoup plus difficile à concevoir et également beaucoup plus difficile à intégrer en classe. Les avantages du jeu vidéo dans l'éducation, la première chose qu'on observe, nous, c'est que le jeu vidéo, forcément, je ne vais pas vous l'apprendre, il est déclencheur de motivation chez les enfants. Si, je vous assure. Le médium, il est hyper connu des enfants et on a quand même on s'aperçoit quand même que ça aide aussi à faire tomber certaines barrières. Nous, on avait eu l'exemple d'un enfant qui nous avait été présenté, et je le redis souvent parce qu'en fait, c'était assez marquant. Un enfant qui nous avait été présenté par sa mère comme hyper nul en maths, mais devant l'enfant. Donc, il était assez catalogué. Il ne savait pas ses tables de multiplication, le pauvre. Et sa mère nous l'avait présenté comme ça, et c'était pour tester un jeu sur les tables de multiplication. Et l'enfant, il se met sur la tablette, et en fait, ces tables, je ne vais pas dire qu'il les savait parfaitement, mais il se passe quand même un truc parce qu'il est en train de jouer. Et on ne lui dit pas, avec le dos du cahier, la 4e de couve du cahier de brouillon, 4 x 5 c'est combien, tu sais pas, 5 x 5 c'est combien, tu sais pas, 6 x 7 c'est combien. En fait, il joue, quoi. Et donc, il y a quand même un truc qui se passe parce qu'il est hameçonné, on va dire, même si c'est un terme marketing hyper moche. Mais en tout cas, il est attrapé dans le jeu. Et parce qu'il joue, il y a un truc qui se passe, en fait, finalement, les maths, ouais, il sait qu'il fait des maths, il n'est pas stupide, hein. Mais c'est quand même un peu plus fun, quoi. Les autres qualités qu'on peut reconnaître aux jeux vidéo, on a des règles, on a des buts, en fait, c'est clair. Ça permet l'émergence de certains sentiments, comme le sentiment de victoire. Je pense que vous avez tous joué à des jeux vidéo dans lesquels vous avez perdu, mais quand vous avez gagné, vous avez quand même ressenti que c'était plutôt agréable comme sensation. Et que ça contribuait, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, à l'émergence de certains sentiments et de valeurs, de compétences, comme la compétition, la collaboration, l'interaction avec les autres. Un autre truc hyper intéressant dans l'éducation, c'est que le jeu vidéo, ça permet de fournir un feedback immédiat. Quand vous êtes en train de répondre à un exercice sur papier, en maths, c'est à la fin de votre exercice, et quand votre prof a corrigé votre copie, et quand il vous a rendu votre copie 15 jours après, vous allez « Ah ouais, ok, en fait, j'avais pas compris la notion que j'ai vue il y a 3 semaines et sur laquelle j'ai été testée il y a 15 jours. C'est un peu ballot parce que 15 jours se sont passés, quoi. » Tandis que là, quand vous jouez aux jeux vidéo, bam, vous savez tout de suite. Parce que vous mourrez. Vous avez compris que vous n'aviez pas compris. Et ça, c'est intéressant, cette notion de mort, en fait, dans le jeu vidéo. Parce qu'on sait qu'on réussira toujours. Vous allez, si vous comparez deux expériences, vous jouez, quand vous êtes gamin, vous jouez à Mario, vous mourrez, c'est horrible, quoi. C'est quand même la mort, c'est pas rien. Non, mais c'est pas rien, hein, c'est comme symbolique. Le sentiment que vous avez quand vous mourrez, c'est « Oh, ouais, je suis nulle ». Mais c'est pas le même que quand vous êtes devant votre feuille de maths. Et en fait, vous allez recommencer. Parce que dans le jeu vidéo, on sait que c'est normal de mourir, finalement, parce qu'on est en train d'apprendre à jouer. Donc, on meurt, mais c'est pas grave, on recommence. Pourquoi ? Parce que le jeu vidéo, on sait par définition qu'il est fait pour qu'à un moment, il soit réussi. On ne design jamais un jeu vidéo en se disant « Mon but, c'est que les gens n'y arrivent jamais ». Donc, ça peut être long, ça peut être coûteux en investissement, ça peut être très frustrant, mais au fond de vous, vous savez qu'à un moment, vous allez y arriver. Ça se passe pas à l'école. Enfin, en tout cas, moi, ça m'arrivait jamais à l'école. Quand on vous rend votre copie en maths et qu'on vous a dit c'est bon, t'as 3 sur 10, t'avais vraiment rien compris, c'est tout barré en rouge, etc. C'est un peu l'équivalent de la mort dans le jeu vidéo. Mais on se dit pas, ça fait partie du processus d'apprentissage, la prochaine fois, j'aurai 7 sur 10. Et à la fin de l'année, j'aurai compris tout ce que je dois savoir. Non, là, vous vous dites juste, je suis nulle, de toute façon, j'y arriverai jamais. Donc, le but du jeu vidéo éducatif, pour nous, c'est aussi de travailler énormément sur le feedback immédiat et surtout cette notion que, en fait, l'erreur, c'est pas grave. T'es là pour apprendre à sauter par-dessus un précipice, tout comme t'es là pour apprendre à maîtriser tes notions mathématiques. À la fin, tout le monde y arrivera, peu importe le temps qu'on met. Mais à la fin, tout le monde y arrivera. Le dernier truc qu'on essaie de garder en tête, c'est qu'en fait, la motivation ne suffit pas. C'est super intéressant de savoir que les gamins, ils ont envie de jouer aux jeux vidéo. Mais motiver, ça ne suffit pas. Il faut qu'on réussisse à prouver que ça permet une meilleure performance de l'apprentissage. Donc, une des choses sur lesquelles on essaie de travailler, c'est de se dire, OK, le gamin, quand il joue à un jeu vidéo, ou la gamine, l'enfant, lorsqu'il joue à un jeu vidéo, il performe, c'est bon, on voit qu'il apprend.
qu'est-ce qui se passe quand on le remet dans un cadre normal, classique, entre guillemets, devant une feuille? Est-ce qu'il réussit à faire ce qu'on appelle le transfert de compétences? C'est-à-dire, est-ce qu'il réussit à remobiliser les compétences qu'il a réussi à acquérir dans le jeu vidéo pour les redonner, en fait, lorsqu'il se retrouve en situation normale? Là, je vous avoue que c'est un champ de recherche, donc je n'ai pas de réponse claire. Si vous avez l'intention de me poser la question à la fin, ce ne sera pas une réponse définitive. Nous, je voulais donc maintenant vous expliquer un petit peu la façon dont on travaille. Quand on a commencé à travailler en 2012, on était un peu les rois du pétrole. En tout cas, on avait la sensation de l'être, parce qu'on avait quand même une équipe de seniors qui faisait du jeu vidéo depuis quelques années. On se disait que, bon, ben oui, on va apprendre les maths, ouais, ça va, quoi, on va aller un peu voir sur Internet. Et donc, on a fait un premier jeu comme ça, en prenant 2-3 conseils auprès d'orthophonistes et tout ça. Aujourd'hui, on est en 2018. On se dit quand même que c'était un peu honteux comme façon de faire. Mais bon, on a appris, on n'est pas mort, donc voilà. J'ai failli mourir plusieurs fois. Je ne suis pas définitivement morte, je ne suis pas en game over, tu vois. Mais j'ai un peu moins de vie. Mais c'est normal, c'est l'entrepreneuriat général. Un badge blend, un badge cube. Bah ouais, pas de souci, je te donne ça. C'est la gamification, t'es badgecaster junior de la question de blend. Donc nous, on a fait en fait un premier jeu sur les tables de multiplication, donc de façon assez empirique et on peut le dire maintenant peu professionnelle. La façon dont on travaille maintenant, c'est on monte des comités scientifiques, donc on travaille en partenariat direct avec des gens qui ont les compétences qu'on n'a pas en interne. Comme je vous disais, la première compétence qu'on n'a pas, c'est qu'on n'est pas des didacticiens des mathématiques, on n'est pas des enseignants. Donc le dernier jeu sur lequel on a travaillé, qui est un jeu sur l'apprentissage des fractions, on a réussi à rattraper dans notre équipe une didacticienne en maths de l'Institut de sciences cognitives de Lyon, donc le CNRS, qui, elle, a travaillé en lien direct avec notre game designer pour construire toute la progression pédagogique du jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on travaille comme ça, en fait, ça bouleverse complètement le studio. Parce que travailler en circuit fermé avec le game designer, le développeur, le graphiste, en se disant on est les rois du pétrole, moi je sais ce qu'il faut faire, on s'auto-congratule et tout, c'est cool, machin. C'est hyper différent quand vous avez une didacticienne en maths qui arrive et qui dit bah alors le programme pédagogique c'est ça, la progression pédagogique c'est ça, et maintenant on bosse ensemble et essaye de faire un truc sympa avec. Alors tout le monde revoit un petit peu sa posture parce qu'on peut plus dire qu'on est les rois du pétrole parce qu'on a quelqu'un qui nous dit ah non, je suis pas d'accord là, on peut pas faire ça comme ça. Ça, non, ça, j'y comprends rien, ça va pas, ça, on fait comme ça, etc. Donc, se crée pas des tensions, hein, mais vraiment des discussions hyper intéressantes, parce que nous, on est obligés de revoir notre posture, et elle, en tant que didacticienne, c'est un peu la même chose. Elle découvre un milieu qu'elle connaissait pas, le jeu vidéo, et comment on fait pour défendre nos points de vue, en fait, qui sont vraiment spécifiques. Une des discussions... Oui. Je comprends pas depuis le début. Ah, bah, ça fait 20 minutes que je parle. Non, parce il y a un truc que je ne comprends pas depuis le début, on ne voit pas vos produits. C'est pour les enfants chez les parents ou c'est pour les enfants dans le cadre de l'école ou c'est les deux? Nous, c'est les deux. Et on ne voit pas les produits parce que... Si je veux en acheter un demain pour un... je vous dis après. Nom, en fait. Moi, je ne voulais pas faire une page d'autopromo pendant 40 minutes. En fait, c'est moi qui veux essayer. Mais... Ok, je vous dis après, il n'y a pas de souci. Il y aura mes coordonnées et tout. Je ne voulais pas passer mon temps à montrer des trailers de ce qu'on fait parce que je ne trouve pas que ce soit forcément... Enfin, c'est très intéressant. Mais voilà, nous, on travaille sur un jeu qui s'appelle Matt Matthews. Notre licence s'appelle Matt Matthews. Mais je trouvais que c'était plus intéressant d'essayer de prendre des hauteurs et de ne pas vous vendre ma sauce pendant 40 minutes. Mais il n'y a pas de souci, si vous voulez que je fasse une page de promo, je sais faire aussi. On finira peut-être avec ça. Oui. Mais c'est la raison pour laquelle je ne montre pas. Alors, on le voyait sur les tablettes, hein, c'était quand même des gamins contestés, mais voilà. Donc la question par exemple qui s'était posée c'était regardez comme je vais faire le lien dans notre jeu Matt Matthews Fraction. On a un pirate en fait qui fait des combats et le but c'est de travailler sur l'apprentissage des fractions. La question qui se pose c'est lorsque je meurs dans un combat, est-ce que je meurs vraiment et que je perds la partie et que je dois recommencer même si j'ai réussi ce qu'on considère comme l'énigme mathématique des fractions. En gros, j'ai réussi mon apprentissage
qui est ce pourquoi le jeu vidéo éducatif est conçu. J'ai perdu dans le game. Est-ce qu'on considère que l'enfant il a vraiment perdu dans le jeu ou est-ce qu'on se dit bon non. Alors forcément là vous avez deux points de vue qui s'opposent. Il y a la didacticienne qui est en plus formatrice à l'ESP, donc c'est l'ancien IUFM, qui nous dit ah ben non, un gamin on s'en fiche qu'il sache bien jouer. Il a réussi l'énigme mathématique et toi tu le fais perdre, c'est hyper frustrant. Et il y a nous en tant que studio qui disons ah bah ouais mais bon il a perdu quoi, tant pis pour lui, il fallait qu'il sache sauter quoi. Et donc ça, c'est hyper intéressant de voir à un moment qu'est-ce qui prend le pas sur... Enfin, qui prend le pas en tout cas, de quelle façon s'organisent les choses et les compétences au sein du studio. Pour la petite histoire, on a gagné. Si tu sais tes fractions, mais que tu sais pas, t'es pas un bon gamer, et ben tant pis pour toi. Et la deuxième chose sur laquelle on travaille sur Math Matthews Fraction, c'est que... Je me permets de t'interrompre, c'est moi. Ce qui veut dire que... la didacticienne ne prend pas en compte qu'en perdant dans le jeu, tu vas recommencer, tu vas renforcer tes apprentissages parce que tu vas recommencer des fractions que tu avais déjà réussies et qui sont finalement des sources de renforcement de elle, ce qui lui faisait peur, c'était vraiment que ça arrive comme une frustration pour l'enfant, tu vois, qu'on le punisse en fait, enfin qu'il ne comprenne pas qu'il n'était pas puni de ne pas avoir compris. Donc c'était plus par rapport à ça. Merci. De rien. Et la deuxième chose... J'ai cru qu'il y avait une autre question. La deuxième chose, c'est qu'on a la chance que le CNRS mène un projet de recherche autour de notre jeu. C'est-à-dire que, parce que là, on fait énormément d'essais, on fait des contenus, etc. Mais en fait, est-ce que ça marche ? Pour l'instant, c'est assez compliqué. Donc, ils sont en train de mener une étude. Donc, on recrute des chercheurs au CNRS pour mener une étude d'impact du jeu sur l'apprentissage des enfants dyscalculiques et non dyscalculiques. Donc ça nous donne des billes. Par rapport à ce qu'on disait, donc notre marché, ça reste quand même aussi l'éducation nationale. Ça nous donne des billes pour appuyer notre discours et nous donner un petit peu de légitimité. Au niveau de la recherche, qu'est-ce qui se dit ? Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette dame qui s'appelle Daphné Bavelier, qui est une chercheuse à l'Université de Genève, si je ne me trompe pas, qui a mené une étude sur les joueurs de jeux vidéo d'action. C'était hyper intéressant parce qu'en fait, notamment sur ce type de jeu, on n'est pas sur du jeu vidéo éducatif, mais sur ce type de jeu, on entend toujours les effets hyper négatifs. Parce qu'on joue aux jeux vidéo, après, on a des envies de meurtre, etc. Enfin, c'est le jeu vidéo qui est quand même montré du doigt. Ce qu'a voulu montrer Daphné Bavelier et son équipe, ce qu'ils ont voulu montrer, c'est que ces jeux provoquaient aussi des effets positifs et que ça permettait d'améliorer ses compétences dans certaines tâches cognitives, mais aussi de mieux apprendre. Elle expliquait que notamment les adeptes de ces jeux d'action, ils excellent dans un certain nombre de tâches et qu'ils étaient performants parce qu'ils jouaient à des jeux d'action très rythmés qui en fait les obligeaient à mobiliser leur connaissance et leur attention de façon hyper rythmée. Donc les études prouvent par exemple que les joueurs de ces jeux d'action ont développé certaines connaissances, apprennent à mieux apprendre. Il y a également un autre principe qui est plutôt intéressant, la similarité entre les principes d'apprentissage, qui sont les meilleurs principes d'apprentissage, et les meilleurs principes du jeu vidéo, notamment 14 principes qui avaient été évoqués par James Paul Guy, qui est une espèce qui est hyper connu dans le monde du jeu vidéo et encore plus dans le monde du jeu vidéo éducatif, qui était par rapport à l'identité, le fait d'avoir une identité quand on joue à un jeu vidéo, les interactions qui pouvaient être faites. Donc on en revient toujours à cette thématique d'interaction sociale. Le fait que les joueurs n'étaient pas juste des consommateurs. Je ne vais pas faire de comparaison, mais lorsqu'on joue, on peut être producteur. Le fait qu'on ose prendre des risques dans un jeu vidéo, qu'on ait toute cette progression pédagogique et ludique, donc le leveling qui soit organisé, etc. Donc alors là, je ne vais pas vous parler de mes projets, mais je vais vous parler d'autres projets, décidément. Ça peut être intéressant si vous aimez les maths et le jeu vidéo. C'est un studio français qui s'appelle We Want to Know, qui vend en Norvège dans les écoles, et qui existe depuis maintenant 6 ans. Un studio parisien qui fait un truc extra qui s'appelle Dragon Box. Alors ça, c'était Dragon Box Numbers. Ils avaient fait aussi un jeu vidéo qui permettait aux enfants, mais vraiment petits, d'apprendre à résoudre des équations. Donc si vous vous intéressez en tout cas aux jeux vidéo éducatifs, si vous voulez voir quelque chose qui se fait bien, il y a Dragon Box. En plus gros, et alors ça, grosse révolution, Minecraft Edu,
qui est utilisé dans les écoles, qui est mis en avant par les profs, etc. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça reprend vraiment ce dont je vous parlais tout à l'heure, qui étaient les principes de collaboration, d'interaction entre les pairs, de construction, le fait d'être productif, etc. C'est utilisé pour faire des maths, forcément. C'est utilisé pour faire de l'histoire géo. Enfin, c'est hyper intéressant comme projet. Un autre projet jeu vidéo, Ubisoft, qui a fait Assassin's Creed Discovery Tour, qui est en fait, on peut le dire, puisqu'on est entre nous, qui n'est pas vraiment un jeu vidéo, mais qui est fait par une boîte de jeux vidéo. En fait, ils ont enlevé, alors Assassin's Creed, énorme licence, ils ont enlevé toute la partie jeu, mais ils ont gardé toute la partie hyper jolie. Donc en fait, on arrive, ça porte bien son nom, c'est un Discovery Tour. Vous êtes immergé, alors là c'est dans l'Égypte, hein. Vous êtes immergé et vous pouvez voilà, voir le Sphinx, vous avez des informations. C'est une espèce d'encyclopédie immersive. Ça n'est pas un jeu vidéo, mais c'est Ubisoft, donc j'en parle. Pourquoi? Dernier projet hyper intéressant, et alors ça se rapproche un petit peu du prochain projet sur lequel on travaille nous. Je ne sais pas si vous reconnaissez... Bon, ben, c'est Nintendo, quoi. Nintendo Labo, sachant que ce matin, il y a eu un tweet, en fait, Nintendo Labo s'associe aux US à Institute of Play. Ils vont collaborer avec 100 classes aux US qui vont fournir des consoles et tout l'attirail pour que les gamins puissent créer. L'avantage, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas de ça, c'est que vous avez toute la partie jeux vidéo, mais il y a toute une partie do-it-yourself. Donc les gamins manipulent du carton, créent leurs objets, etc. Donc on revient vraiment sur la partie collaboration, création. On sort aussi du tout écran qui fait hyper peur, notamment aux enseignants. Et là, j'ai fini. Maintenant, je vous remercie et j'ai la place, enfin du temps plutôt, pour des questions. Merci beaucoup, Vanessa. C'est cute. Merci. Ok, des questions ou présenter peut-être un peu plus le projet si c'est le souhait. J'arrive. Bonjour. Merci Bonjour. pour cette presse, c'était très intéressant. Merci. Alors moi, je suis UX et psychologue cognitiviste aussi. Donc c'est un sujet qui m'intéresse pas mal. Et justement, je me demandais si... Enfin, je sais qu'il y a beaucoup d'études sur le jeu dans l'éducation. Il y a beaucoup de choses qui se font en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui sont en place avec des groupes tests aussi. Et j'aimerais savoir si vous travaillez un petit peu plus avec des psychologues cognitivistes, parce que vous avez parlé de gens qui étaient dans l'éducation. Mais j'attendais un petit peu plus savoir en fait comment les fonctions cognitives étaient développées chez les enfants grâce au jeu que vous faites. Est-ce que vous le quantifiez ou pas Non. Nous, on travaille avec un chercheur en sciences cognitives. Alors, c'est intéressant parce que vous parlez, on ne va pas dire le buzz, mais en tout cas, c'est vrai qu'on en parle énormément. Il y a notamment Célia Haut-Dant, je pense que vous la connaissez, qui a travaillé sur Fortnite. Voilà. Qui évangélise dans le sens noble du terme, en tout cas. Les gens intéressés par les questions de jeux vidéo et d'engagement, pas sur l'apprentissage, mais jeux vidéo et engagement. Nous, on travaille avec un chercheur en sciences cognitives. Là où ça devient hyper compliqué, pour être honnête, c'est que quand on est une petite équipe indépendante, c'est hyper long. C'est hyper long. Et monter des projets collaboratifs, c'est hyper compliqué parce qu'en fait, par exemple, l'étude dont je vous parlais, sur laquelle va travailler notamment la personne le chercheur en sciences cognitives avec lequel on bosse, le budget qui est alloué va exclusivement au labo, mais tous les retours qui vont être nécessaires dans la conception, le leveling, donc tout ce qui va être production de jeux vidéo, il n'y a rien en fait pour le studio. Donc on se retrouve, nous en tout cas, notre échelle, on est 7, à monter sur des projets collaboratifs qui sont hyper intéressants parce que ça va nous faire des retours directs. Ou par exemple, si on pouvait travailler avec vous ou avec d'autres. Mais en fait, pour les petites équipes, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de moyens ou d'outils qui permettent de créer ce genre de consortium. Donc non, pour l'instant, on ne travaille pas avec des psychologues. Avec plaisir. On peut parler après.
Oui, du coup, je ok. suis là, à côté. C'est parfait. Alors, bonjour et merci beaucoup pour cette présentation, c'était vraiment très intéressant. Moi, j'ai une petite question parce que je suis concernée parce que je suis maman d'un petit garçon de 3 ans et je pense que vous le connaissez, vous le savez mieux que personne. C'est déjà un âge où ils sont extrêmement attirés par les tablettes. Il y a une polémique qui existe sur le fait de donner ou pas les tablettes à cet âge-là. Je voulais simplement avoir votre retour là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'à cet âge-là, c'est possible en fait de leur faire apprendre des choses? Parce qu'on voit bien qu'il y a déjà à cet âge-là, avec l'amusement, avec les jeux, etc., ils apprennent bien plus vite que sur des choses un peu plus rigides. Est-ce que déjà à 3 ans, on pourrait leur présenter des jeux sur tablette ou pas du tout? Il faut attendre. Alors... Merci. Merci. En fait, vous parlez de ce qu'on appelle l'addiction aux écrans, qui est une espèce de bullshit, hein, on va être honnête. Alors, moi, ça va être mon avis personnel. Je ne crois pas à l'addiction aux écrans. Je pense que les adultes ont un gros problème avec les écrans et que, en tant que parent, il faut savoir aussi gérer ses enfants. Enfin, voilà. Après, c'est pas si compliqué que ça, pour peu qu'on fasse attention au contenu qu'on leur donne aussi. De façon très pragmatique, moi, 3 ans, je trouve que c'est hyper jeune. Alors que je suis dans le jeu vidéo et que mes enfants sont des gameuses. Je trouve que c'est hyper jeune. Après, si vous voulez du contenu, moi, il y a un studio que j'aime beaucoup qui s'appelle Toca Boca, qui est un studio français qui a été racheté, je crois, maintenant, qui est purement américain. Mais ça reste quand même, pour moi, très, très, très jeune. À moins d'être avec un adulte à côté et par rapport à ce qu'on disait sur la collaboration, etc., d'être dans l'accompagnement. Mais pour moi, c'est trop pitchoun, quoi. Encore? Ah oui, désolée. Mais je veux mon deuxième badge. Okay. Je me range à l'avis général de super présentation. J'ai appris plein de choses. Et ma question, c'est... Tu as beaucoup parlé d'interaction sociale. Ouais. Et du coup, je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous faites. Moi, je crois vraiment à l'apprentissage par les interactions. De toute façon, c'est démontré que sans interaction sociale, pas d'humain. Je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous faites pour favoriser les interactions sociales et si c'est dans le jeu ou autour du jeu. Ouais. Alors, comme monsieur m'a autorisé à une petite minute de promo, si ça ne vous gêne pas, je vais juste vous trouver un lien sur un prochain projet. En fait, c'est hyper compliqué parce que, pour être honnête, sur les premiers jeux qu'on a faits, on trouvait que c'était génial, l'interaction sociale et tout, et on savait qu'il fallait aller là-dedans, mais on ne le faisait pas. Parce que c'est coûteux, que c'est compliqué, et que... Je vais juste partager ma connexion si ça vous gêne pas. Et on ne le faisait pas. Là, on travaille sur un projet, alors vous allez peut-être voir le lien avec ce que j'ai présenté à la fin. En fait, il y a 2 trucs. Quand on a fait le jeu sur les fractions, on s'est aperçu, les photos que je vous ai montrées dans la présentation, c'était un salon qui s'appelle Startup for Kids à Paris. Et en fait, pour des raisons purement logistiques, c'est-à-dire que je n'avais que 3 tablettes, mais j'avais 8 enfants, j'étais obligée de regrouper les gamins. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les gamins, ils sont obligés d'interagir entre eux parce que malgré tout, ils sont plutôt bien élevés. En plus, il y a un adulte, il y a l'enseignant, donc ils ne peuvent pas non plus se battre. Et comme ils sont vers la tablette et qu'à un moment, il faut faire des choix, eh ben, ils sont obligés de verbaliser. Et ils sont obligés d'interagir entre eux. Et ils sont obligés aussi, et ça c'est super intéressant, de se convaincre l'un l'autre que moi, en fait, je pense savoir quelle est la bonne réponse, ou je pense savoir qu'il faut passer par là, etc. Donc à observer, en tout cas, c'était hyper intéressant. Mais si tu veux, c'était pas, pour être honnête, penser clairement dans la conception du jeu qu'on allait aller dans cette direction-là, quoi. Je vais juste vous trouver le lien, je suis désolée. Non, je sais bien. Mais j'aurais dû... je pensais vraiment pas faire montrer une vidéo, en fait. Il faut juste que je trouve le lien. Hop. Donc, dans le prochain projet, là, dès que je peux vous montrer ma petite vidéo... Par contre, on a essayé de le penser du début. En fait, ce dont on s'est aperçu, ce qu'on a constaté, c'est que malgré tout, c'est assez compliqué parce que nous, comme on travaille, ou on essaye en tout cas de travailler avec l'éducation nationale,
ce qu'on voit, c'est quand même, on a aussi ce rapport aux écrans. Vous me parliez tout à l'heure de l'addiction sans vraiment le nommer, mais on a quand même aussi ce truc qui leur fait peur. Ouais, les jeux vidéo, quand même, vous êtes sûr. Après, déjà, à cause des réseaux sociaux, il y a des lycéens qui arrivent avec des guns factices. Alors, d'imaginer des gamins à 8 ans, quoi. Donc, nous, ce qu'on a essayé de faire avec ce projet-là, c'est... et là, je vais pouvoir vous le montrer. Se dire un peu comme a fait un japonais, quoi, un studio japonais. C'est de se dire que si on va un petit peu plus loin... Hop... Alors, il faut que je ferme ça, ou alors je glisse ça. Si on va un petit peu plus loin et on essaye de dire que le jeu vidéo, c'est... Est-ce que ça marche ? Moi, je suis pas hyper douée toujours avec ces machins. Il n'y a aucune logique, en fait. Ça, c'est parce que tu n'as pas été habituée aux écrans quand tu étais jeune. Je dirais à ma mère, merci. Je suis trop vieille pour qu'il y ait des écrans. Bah non. Tu crois que si je le mets en plein écran ? Non. Attends, c'est quoi ? Je vais faire ça à l'arrache. Je vais faire forcer à quitter ma présentation. Hop, hop. Maintenant, vous voyez tous mes dossiers. Voilà. Ouais, mais tu vois, tu avais raison. Alors, vous n'aurez pas le son, mais... Hop, on va le mettre en plein écran. Donc ça, c'est le prochain projet sur lequel on travaille, qui est un projet de jeu vidéo, mais pas que. Donc on n'a pas la musique, mais c'est pas grave. Donc on a forcément la tablette, mais on a autre chose, c'est-à-dire qu'on a du papier. Donc moi, comme je vous ai parlé de Nintendo Labo, vous voyez que nos inspirations, elles sont plutôt de ce côté-là. On est toujours sur les mathématiques, et le but, c'est que les enfants, ils vont construire leur petit cardboard, donc ils vont construire un petit support, en carton, entre eux, etc. Ils vont pouvoir poser leur tablette, et après, ils ont un jeu de cartes et un petit cahier à côté, donc on revient au papier quand même. Et le but, c'est à ce moment-là, c'est de faire des maths, mais avec une application en réalité augmentée. On se base sur un jeu qu'on avait déjà développé, qui s'appelle Kiloubou Potion, qui est un jeu de potions magiques, et en fait, on l'a détourné pour que ce jeu-là, il devienne un jeu éducatif sur les maths. Donc là, par rapport à ta question sur la collaboration, et par rapport à monsieur, votre question sur l'autopromo, j'essaye de faire d'une pierre deux coups, de façon assez agile, même si ça a été un petit peu lent, et je m'en excuse. Mais là, on est dedans. Parce qu'en fait, le gamin, tu vas être obligé de discuter avec ton camarade ou ton collègue. Et le but, c'est qu'il résolve quand même les énigmes à deux. Donc, on n'est pas dans la production pure, si tu veux, comme dans Minecraft, où souvent, les gamins, ils se distribuent des rôles. Ok, c'est souvent très genré. Toi, tu restes à la maison et tu ranges les coffres pendant que moi, je pars chasser du zombie, quoi. Mais en tout cas, on voulait être là-dedans. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Merci. Oui, une autre question. Bonjour et merci pour votre présentation. Alors moi, à l'inverse de ce que vous avez dit, j'aurais une lecture un petit peu moins optimiste sur le fait qu'il y a une certaine ouverture dans le monde de l'éducation par rapport à ce genre de nouveaux médias, de nouvelles possibilités. Et c'est quelque chose pour lequel, personnellement, je milite très très fort parce que ça fait longtemps que je m'intéresse aux nouvelles formes d'éducation et à la gamification et aux jeux pédagogiques. Donc j'y crois vraiment beaucoup, beaucoup. Mais je rencontre une certaine résistance et une certaine inertie au changement. Et donc, est-ce que, j'ai conscience que ma question va peut-être être un peu difficile ou un peu candide, mais si vous avez des petits tips pour faire mieux passer le message ou faire mieux... Auprès de qui ? Auprès de, justement des gens qui s'occupent de l'éducation en général, peut-être de l'éducation nationale, même carrément, même si c'est un petit peu le gros boss de fin. Mais si vous avez des petites solutions ou des petites idées, c'est franchement... On est preneur parce qu'on est nombreux à être des jeunes enseignants, à avoir envie de transmettre cette passion aussi de l'univers du jeu, de l'univers un peu geek aussi, de tout ce qui peut amener de super positif et de très rassurant, et de tout ce que ça, et de toutes les bonnes choses qui fonctionnent finalement. Et le message passe très mal auprès des anciennes générations, quelquefois. Oui. Vous êtes enseignante en collège ? Non, pas du tout. Alors moi, c'est un petit peu particulier parce que je suis assez nouvellement enseignante et je fais des formations en web design, et donc essentiellement en école pour des gens plus âgés. Okay. Mais on s'intéresse aussi peut-être à des modules pour des enfants, des choses comme ça. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis qui, eux, sont enseignants dans l'école primaire ou au collège, et on se pose tous la question, comment est-ce qu'on amène un petit peu justement une pédagogie plus ludique
et comment on fait passer le message. Donc si vous avez des idées, des billes... Alors, c'est vrai que je suis d'un naturel optimiste, mais que malgré tout, en 6 ans, on voit quand même que ça a énormément évolué. Nous, au début, quand on expliquait ce qu'on faisait, et en plus, pas de chance, on était encore sur cette façon empirique de travailler, donc on venait pas non plus avec énormément de billes. Mais en tout cas, la façon dont le discours était reçu, que ce soit par le big boss de fin dont vous parlez ou par les profs, était hyper différent de maintenant. En 6 ans, ça s'est quand même hyper ouvert. Imaginov avait organisé des rencontres en mars auxquelles le ministère de l'Éducation nationale est venu à Lyon pour rencontrer des boîtes. C'est quand même pas rien. Et nous, on s'aperçoit en tout cas que le MEN, là, s'intéresse au jeu. Enfin, clairement, ils organisent des journées qui s'appellent... Enfin, ils sponsorisent des journées qui s'appellent le Game for Change, qui est clairement jeu vidéo. Donc, le ministère de l'Éducation nationale, pardon. Donc, on voit quand même que ça évolue. Après, si on veut vraiment être honnête... En classe, c'est hyper compliqué. Les profs, ils ont quand même d'autres contraintes et énormément de soucis à gérer. Il y a des contraintes de temps, de budget, d'organisation, de matériel, parce qu'il n'y a pas de matériel en France. Donc, je ne pense pas que ça vienne seulement d'une mauvaise volonté ou d'une méconnaissance ou d'un a priori négatif sur le jeu vidéo ou l'apprentissage ludique. Je pense que l'urgence pour les profs, c'est pas ça pour l'instant, mais il y a énormément de bonne volonté et d'intérêt. Nous, par exemple, on collabore avec l'Académie de Poitiers. On a 10 enseignants, donc 10 classes qui sont mobilisées pour tester nos jeux et nous faire des retours concrets sur l'usage en classe. Ce qui est quand même pas rien dans une semaine d'enseignants, de prendre du temps pour faire ça. Donc, je pense que vous pouvez être optimiste. Après, si vous voulez qu'on en discute ou que je vous donne des contacts, il n'y a pas de souci. C'est encourageant, merci. De rien. Toujours mes frustrations d'enfant. Hein. Allez-y, je suis là. Est-ce que vous pensez qu'il y a une limite à l'apprentissage par le jeu ? Est-ce qu'on peut envisager des jeux je sais pas, pour apprendre la physique quantique ou la physique fondamentale par le jeu ? Parce que j'en trouve pas en fait. Moi, je fais des formations super sèches, c'est chiant. J'aurais aimé apprendre Ruby à la création par un jeu. Donc nous, on a un truc pour les nuls, librairie Erol, le web. Donc il y a quelques trucs jeux en ce moment en algorithmie. On peut commencer à jouer vers 10-12 ans et faire des algorithmes assez complexes avec des boucles de rétroaction. Mais en fait, pourquoi le jeu est limité aux enfants en fait ? Moi, je suis un grand enfant et j'ai pas envie de mourir adulte, donc je mourrai enfant. J'aimerais apprendre par le jeu jusqu'à 99 ans ce que je veux. Les MOOC, c'est chiant comme la main. Ah ouais, je suis d'accord. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, le jeu, bordel, le jeu. Pourquoi il n'y a pas de jeu pour adultes ? Pourquoi les formations, le budget France sur formation, il paraît que c'est super important maintenant, ils vont mettre plein d'argent. Pourquoi on n'a pas des jeux ? Donc le seul truc marrant qu'on ait eu les 5 dernières années, c'est une formation UI, UX où le gars, il valait le coup, quoi. Mais sinon, le reste, c'est chiant. Des fois, les formateurs sont pas très pertinents. L'ordi est bien plus puissant. Moi, j'ai joué à Khan Academy. J'ai fait tous mes badges de l'école primaire en 2-3 nuits. Mais il n'y a rien d'autre. C'est frustrant. Là, demain, je n'ai pas un truc ludique, le truc des sorciers pour comprendre les quarks et tout ça. Je suis obligé de me taper des lectures super arides. Alors, je dois peut-être créer cette société, hein, je ne sais pas, de jeux vidéo pour adultes sur le scientifique. Mais c'est frustrant, quoi. On a les outils et il n'y a personne qui le fait. Enfin, à ma connaissance. Oui, je comprends. Voilà, c'était un point de vue. Mais honnêtement, moi je suis né avec le jeu vidéo, je suis né en 69, donc j'ai tout vu arriver. Les jeux vidéo, l'internet, machin, c'est délire, on est tombé dedans, on a du mal à en sortir. Mais après, bon, c'est bien de tuer des zombies, des bonhommes, des trucs, mais apprendre par le jeu des choses complexes. J'adore votre mot de fin. C'est le moment de parler d'argent, peut-être. J'ai pas vraiment de réponse parce qu'en fait, nous, on est aussi sur ce marché très spécifique des enfants. Mais pour être honnête, je pense que c'est une question de coût. Est-ce qu'il y a un marché pour apprendre, pour créer un jeu vidéo pour l'apprentissage de la physique quantique ? Je n'en sais rien. Mais je pense qu'en fait, c'est ça. Alors déjà, mon point de vue, c'est que souvent, les gens qui vont faire du jeu vidéo, ils veulent faire du jeu vidéo. Et nous, on est une espèce de machin un peu jeu vidéo, un peu EdTech. Pour les gens du jeu vidéo, ouais, on fait du jeu vidéo, mais bon, ça va, quoi. Donc je pense qu'il y a ça. C'est que les créateurs de boîtes de studios de jeux vidéo, ils ont envie de faire du jeu vidéo au jeu vidéo. Et que pour eux, je ne sais pas si c'est une priorité.
Deuxièmement, je pense que c'est une question de coût, parce que les exigences, surtout si vous êtes un gamer, vont pas être les mêmes, donc les coûts sont pas les mêmes que sur mes petits budgets de jeux vidéo comme l'école des sorciers, c'est évident. Et la troisième, à mon avis, c'est une question de marché. C'est ok, si je fais un jeu vidéo qui va me coûter 250 000 balles sur l'apprentissage de la physique quantique, à qui je le vends? Le monde entier? Vous avez Internet? C'est pas franco-français? Non, mais bien sûr que c'est un marché mondialisé. C'est des marchés de niche, mais additionnés les uns aux autres, c'est des milliards. Mais certainement, mais je pense que c'est un frein, ou en tout cas, ça peut être un frein lorsque les gens veulent monter une boîte. Après, c'est pas mon marché, donc j'ai pas de chiffres à vous donner. Déjà, l'éducation pour les enfants, c'est hyper compliqué. Mais en tout cas, oui, je suis d'accord avec vous qu'il y a énormément de questions à se poser sur l'apprentissage ou la formation professionnelle chez les adultes. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas davantage le jeu vidéo? Je suis tout à fait d'accord. C'est pas la dernière question, on a encore un peu de temps. Bonjour, merci Bonjour. Pour votre présentation. Moi, je suis une maman aussi. J'essaie de faire apprendre à mes enfants aussi par le jeu, donc que ce soit l'anglais ou même pour travailler des évaluations. Du coup, ils vont chercher des blogs, mettre des profs en ligne, etc. Ma question, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi ce marché de l'éducation nationale, finalement? Et pourquoi? Parce qu'il y a tous les freins là dont on parle. Il y a des changements de ministère avec des politiques qui doivent changer aussi comme ça du jour au lendemain. Pourquoi ça? Et plutôt que du coup pas cibler tous les foyers et puis toutes les possibilités d'apprentissage ou tous les autres champs d'éducation. Nos jeux ils sont disponibles sur l'App Store, donc le Kidam peut les télécharger. Après, nous, on cible l'école parce que déjà, le marché français est hyper en retard, mais lorsque vous regardez ce qui se passe, que ce soit en Angleterre ou au Canada ou aux États-Unis, le marché est beaucoup plus pragmatique. Nous, on vend quand même aux États-Unis, à des écoles qu'on ne connaît même pas. Après, on pense que ça va bouger en France, comme je disais, même si c'est assez long sur on va dire les 3 dernières années. On voit que ça a énormément bougé et qu'à un moment, ça va se décanter. Et ce serait un peu bête d'avoir tout donné pendant plusieurs années pour s'arrêter et laisser les autres rentrer à notre place. Et troisièmement, pour être honnête, il y a aussi une vision personnelle qu'on partage avec mes associés, qui est à un moment que l'égalité des chances, ça se passe à l'école et qu'il y a plein de gamins qui restent par rapport à tout ce que je vous expliquais au début de la conférence sur le fait qu'il y a 40% des gosses qui quittent le CM2 avec de graves lacunes. Mais à un moment, il faut être honnête, ça se joue à l'école. Et ceux qui vont avoir accès à du contenu supplémentaire intéressant et de qualité et éducatif à la maison sont rarement les enfants qui ont besoin, faut être honnête, de ce genre de contenu ou qui ont accès. En fait, on continue à favoriser toujours les mêmes. Donc évidemment que c'est très long et que je pense pas que ça fasse rêver les investisseurs, pour être honnête, pour l'instant. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous semble hyper important. Après ces paroles fortes, on n'ose pas demander s'il y a encore une question. Je laisse un peu de silence pour rendre les moments un peu solennels. Oui, je souscris. Merci beaucoup pour la qualité de votre présentation qui était beaucoup sur les questions de fond. Merci. Moi, il y a plus de 35 ans, j'ai accompagné pendant 14 ans des situations d'échecs scolaires et de décrocheurs et de décrocheuses à cause des maths, on va dire. Donc, merci beaucoup pour ça. Moi, ma question, donc du coup, j'ai continué, sachant que, on va dire, aujourd'hui, je suis enseignant-chercheur à l'université et que j'essaye de déployer, en tous les cas, ce fameux bonheur d'apprendre avec toutes les résistances que vous pouvez imaginer. Et je m'occupe notamment de tout ce qui est projet professionnel personnalisé. Et ce rapport à se dire que finalement, définir une situation professionnelle, c'est aussi se positionner dans le rapport aux connaissances et au savoir. Ma question, moi, elle est du coup sur... vous avez parlé au début, j'ai beaucoup aimé ça, construire une situation d'apprentissage. Est-ce que... Et moi, je me rends compte que derrière la cognition, c'est l'organisation que vous mettez derrière. Et donc, mon expérience pendant 14 ans, c'était de me rendre compte que finalement, faire une activité de calcul mental, par exemple, ça réconciliait avec les maths.
en quelque part. Donc moi, ma question est vraiment, qu'est-ce que vous appelez construire une situation d'apprentissage au niveau individuel, voire au niveau collectif? Alors nous, ce qu'on appelle construire une situation d'apprentissage, en fait, je vais rebondir sur ce que je vous expliquais dans la construction. C'est qu'on a la didacticienne qui va écrire toute la progression pédagogique, si je repars sur les fractions. Là, elle construit ce qu'on peut, généralement, ce qu'on appelle des situations d'apprentissage, mais en salle de classe. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des exercices tels que vous avez pu les faire en salle de classe, en maths. Et la progression pédagogique qui va être, pour atteindre le niveau 3.2 de la connaissance de la fraction, il faut que tu passes par le niveau 2.7, 2.8, etc., etc. Donc ça, c'est la progression. La construction de la situation d'apprentissage, le premier pilier, en tout cas, pour nous, c'est celui-là. Et le deuxième, ça va être la construction d'apprentissage intégrée dans le jeu vidéo. Donc il faut qu'on réussisse à imbriquer cette situation d'apprentissage, pour reprendre les termes qu'on a utilisés, un peu sèche, un peu aride, un peu classique, dans le jeu vidéo. Donc quand moi je parle de situation d'apprentissage, c'est à la fois l'apprentissage, mais c'est sous-entendu apprentissage / ludique intégré au jeu vidéo. C'est l'interface homme-machine finalement. Ouais, c'est le jeu vidéo, c'est l'expérience ludique, plus que l'interface homme-machine pour moi. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a 15-20 ans, je me souviens, quand j'étais encore un petit enfant, il y avait déjà des jeux vidéo éducationnels comme Adi ou Adibou. Oui. Qu'est-ce qui faisait qu'à l'époque, je trouvais ça chiant et qu'aujourd'hui, les enfants adorent votre jeu? Il y a certainement des gamins qui trouvent que nos jeux sont chiants. Je ne sais pas si tous les enfants trouvaient ça chiant, Adibou. Je pense que... en fait, je sais même pas. J'ai l'impression qu'il y a quand même énormément de monde qui a joué à Adibou. Après, faut être honnête, c'était en 87, un truc comme ça. On est 30 ans après, hein, donc au niveau du jeu vidéo, on n'arrive pas à avoir les mêmes... disons, ça a évolué. On a aussi des machines un peu plus puissantes et beaucoup plus portables, on va dire. J'ai pas vraiment de réponse. En plus, le comparatif avec Adibou est un peu gênant. Mais non, mais gênant dans le sens où c'est hyper compliqué de comparer avec un produit qui a 30 ans. Ce que je vois, par exemple, ce que je peux vous répondre, c'est les photos que je vous montrais là, qui étaient au salon dont je parlais à Paris, en fait. À un moment, et ça va peut-être répondre à votre question, j'espère. À un moment, il y a une mère qui arrive avec son fils et elle me dit « Ah, vous faites la même chose que... eux là derrière qui font des maths ». Et j'étais dégoûtée parce qu'ils faisaient de la gamification et je pense que je vous ai montré un petit peu ce que je pensais de la gamification. Donc je dis oh bah ouais, pas tellement, mais allez-y. Et en fait le gamin, quand il a pris la tablette, il a dit à sa mère ah, non mais là je joue quoi. Donc peut-être que aujourd'hui en tout cas les gens qui essayent de faire du jeu vidéo éducatif, je vous parlais de Dragonbox par exemple, sont plus dans cette approche on va pas faire du Dora. Parce que les gamins sont devenus hyper exigeants. Parce que les gamins, ils jouent à Minecraft et ils jouent aussi à GTA, hein, faut pas se leurrer. Ils ont une connaissance, en tout cas, du jeu vidéo qui est hyper fine. Quand vous parlez avec des enfants, parce que nous, on fait des ateliers à côté, vous parlez avec des enfants de jeux vidéo, les gamins, ils savent ce que c'est le cel shading, ils connaissent les business models, ils savent ce que c'est le freemium, ils savent ce que c'est un in-app. Enfin, c'est quand même une expertise beaucoup plus fine que la plupart de leurs parents, faut être honnête. Un gamin, il sait que GTA, il n'a pas le droit d'y jouer quand il a 12 ans, mais sa mère, elle ne le sait pas forcément. Non, mais c'est vrai. Et donc, en tout cas, je pense que c'est peut-être ce qui a changé, le shift qui s'est fait, et qui fait que, on l'espère, les enfants trouvent ça pas trop chiant. C'est que, sachant ça, leur connaissance du jeu vidéo, on essaye de faire des trucs on essaye de faire des projets qui sont des jeux vidéo et qui ne sont pas juste des exercices interactifs, éducatifs, avec un peu d'animation et un bonhomme qui rigole, Dora style, quoi. J'espère que c'est ça. Ouais, ok, très bien, merci. Je vous en prie. Je vais pas être originale, je vais te dire merci pour la présentation. Mais c'est pas grave, ça fait du bien.
on parle beaucoup des enfants. Je me demandais s'il y avait un ciblage plus fin que juste les enfants, c'est-à-dire une tranche d'âge, un milieu social, des choses que vous avez pu étudier de votre côté. Et j'ai une deuxième partie à ma question, c'est parler du champ de recherche, du taux du transfert de compétences dans le milieu. Est-ce que ça peut être lié? Alors la première question concerne nos jeux ou d'une façon générale? Oui, le jeu vidéo pédagogique, est-ce que vous l'adressez plus à une typologie Chez Cube, chez nous? Ouais. Nous, on est sur l'école primaire. Et là, on se recentre encore sur le cycle 2, donc 6-8. Sachant que, par exemple, le jeu de fraction, il est cycle 3, donc normalement, on est sur la fin de l'école primaire. Mais encore une fois... on s'aperçoit que l'usage en 5e n'est pas du tout gênant pour réussir à comprendre les fractions qu'on n'a pas compris 3 ans auparavant. Donc on glisse un petit peu. La deuxième question était par rapport au transfert de connaissances. Et j'ai oublié, pardon. En fait, la question était plus vaste que juste la tranche d'âge. Est-ce que vous avez identifié des milieux sociaux dans lesquels ça peut être... un moyen qui peut mieux marcher ou pas du tout? Est-ce que vous avez fait des recherches là-dessus? Non. Ça rejoint un petit peu la question sur l'école de toute façon. Mais non, nous on n'a pas fait de recherche là-dessus. Pour l'instant, le projet de recherche qui est mené par le CNRS porte sur 2 populations distinctes qui sont les enfants dyscalculiques, donc qui présentent des troubles d'apprentissage particuliers et non dyscalculiques, mais on ne fait pas d'études sur... la catégorisation selon la classe sociale. Ok, merci. Bon, cette fois, je pense qu'on arrive tout doucement vers la dernière question. Ou pas, enfin, sans vouloir frustrer ou couper les échanges. Bon, ça aura été la dernière question. Merci beaucoup, Vanessa. Merci beaucoup.